Bonjour et bienvenue dans le podcast Open, le podcast qui vous tend le micro et qui vous permet de partager vos passions, vos loisirs et plein d'autres sujets qui vous tiennent à cœur. Alors sans plus tarder, découvrons ensemble le portrait du jour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Morel qui s'est proposé pour ce deuxième épisode, donc je vais vous laisser vous présenter. Bonjour Amandine, merci de me recevoir. Merci à Louis aussi. Alors me présenter, je m'appelle David Morel, j'ai 50 ans cette année. Je suis professeur d'histoire-géographie au Collège Bobet et au lycée Jean 23. Je suis déjà dans ma 25e année d'enseignement. J'avance pas trop parce que j'imagine que tu auras d'autres questions. Je vais pas tout dire tout de suite, je t'écoute. Alors déjà, pour commencer, où est-ce que vous avez grandi ? Oh là, ça va déjà faire sourire. J'ai grandi à Bolbec, ce qui fait rêver personne. Et ce qui en général fait sourire. Mais non, j'ai grandi à Bolbec et effectivement j'ai fait le collège à Bolbec. Et puis le lycée, à l'époque, il y avait que deux possibilités, soit Jean 23, Yvetot, soit Lillebonne, en public. J'habitais à l'époque à côté de la gare, donc ça a été Jean 23 très vite. À l'époque, on venait en train et j'ai fait mon lycée à Jean 23. Et donc vous avez choisi le métier de professeur par la suite après le lycée, mais pourquoi ? Ben en fait, finalement, en même temps. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui voulait être prof. Je suis arrivé à Jean 23 en seconde en voulant être prof de maths. Ce qui était une grave erreur. J'ai vite compris à Jean 23 que je serais jamais prof de maths, parce que j'ai eu des notes en maths catastrophiques. Vous étiez plus littéraire ? Oui. J'étais rêveur, j'étais pas très scolaire, et j'étais littéraire. Et j'ai compris que je serais pas prof de maths, et j'ai cherché une matière, et puis à l'époque, à Jean 23, il y avait un professeur que vous connaissez plus, il y a longtemps qu'il est parti, il s'appelait Monsieur Pichon. Il était prof d'histoire géo, et il était génial. Et quand j'y pense aujourd'hui, il était vraiment différent de moi, c'est-à-dire qu'on n'enseigne pas du tout de la même façon. Mais il était passionnant, et c'est là, j'avais un cousin aussi qui était prof d'histoire géo, ça a commencé à mûrir, et c'est comme ça que c'est venu. Et parce que donc le prof que vous avez cité, il enseignait de quelle manière ? Il était vraiment différent. C'était une époque où on faisait du cours magistral pur. Bon, ça, je vais pas changer grand-chose. Mais il était très scientifique, très rigoureux, très précis. Il y avait peu de mots. On rigolait pas beaucoup. C'était assez froid comme façon de faire de l'histoire, mais il était passionnant quand même. Et ça m'a passionné. Par contre, je l'ai pas du tout copié une fois que je suis devenu prof, mais c'est quand même lui qui m'a amené vers ce métier, ouais. Et donc, dans mon souvenir, comme je vous avais eu en troisième, je crois que vous aviez évoqué le fait que vous aviez fait votre service militaire. Oui. Et donc, est-ce que ça vous a arrêté du coup dans le parcours de vos études ? Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Ah ouais, à l'époque, ils vous faisaient pas de cadeaux. On devait faire 10 mois dès l'âge de 18 ans. Mais quand on faisait des études, on pouvait reporter. Mais on pouvait pas reporter pendant 10 ans, 15 ans. Donc, il y avait un moment, il fallait arrêter ses études pour aller faire l'armée. Moi, j'avais espéré, il m'avait fait un peu rêver en me disant que je serais professeur en tant que militaire. J'ai été naïf, j'y ai cru. Et après avoir fait des classes vraiment militaires, finalement, ils m'ont mis dans un collège public à Saint-Étienne-du-Rouvray, où j'ai effectué un service civil. J'ai fait 10 mois. Et finalement, c'était dur, parce que c'était pas Jean 23, hein, ni Bobet. Mais ça m'a vraiment appris la partie... En fait, j'étais surveillant, quoi, dans un collège Pablo Picasso qui était assez chaud. Et ça m'a fait voir autre chose. Dans un sens, c'est bien que ça existait, parce que en étant élève dans le privé, puis professeur dans le privé, j'aurais jamais connu ça si j'étais pas sorti de la formation classique. Donc ouais, j'ai fait mon service militaire civique dans un établissement scolaire. Et donc, à votre époque, comment étaient perçues les personnes qui voulaient devenir professeurs ? Est-ce que c'était une filière comme aujourd'hui ? Enfin, même aujourd'hui, vous pensez que c'est quelle filière qui est le plus prisée ? Pour devenir professeur ? Oui. Bah maintenant, il y a carrément un master de l'éducation qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, tu choisissais ta fac, ta matière, si tu préfères. Tu faisais une licence, donc 3 ans. Et puis après, tu tentais un concours. Et c'était le concours qui était terrible à avoir, comme tous les concours. On avait 4% de réussite pour l'avoir. Donc on savait qu'on ne l'avait jamais du premier coup. Résultat, moi je l'ai tenté 3 fois. Et je l'ai eu la 4e.
C'est un peu comme le permis de conduire. En fait, on regarde pas si tu as eu du mal à l'avoir ou pas. Une fois que t'es prof, quoi. Donc, ça a été un peu laborieux, mais ça a bien changé. Maintenant, ils font vraiment un master de l'éducation. Ça les amène à Bac+5. À Bac+5, ils ont le droit de tenter le concours, qu'ils n'auront pas forcément. Résultat, ça s'est encore rallongé, quoi. Donc comment est-ce que vous avez vécu votre parcours en tant qu'étudiant ? Bien. Bien, jusqu'à la licence, j'ai adoré ça, c'était sympa. À partir du moment où on est arrivé au concours, c'était plus dur. Parce que c'est une matière qui demande énormément d'apprentissage. Et donc, il a fallu travailler ce volume de connaissances. Je me souviens qu'on faisait des soirs écoles. Le grand truc des soirs écoles, c'est qu'effectivement, quand on apprend, on est tout seul chez soi. On est pendant 15 jours, 3 semaines à apprendre tout seul, ce qui est très rébarbatif, très lourd et très pénible. Et au bout d'un moment, il faut se tester. Alors, avec des amis, on se faisait des soirs écoles. Ça veut dire qu'on mangeait ensemble, ça c'était sympa. Et puis, on se disait, quelle est la date de truc, quelle est la date de machin. Tiens, si tel sujet tombe, tu fais quel plan. Si tel sujet tombe, tu fais quelle ouverture. Quelle serait ton approche. Et on se testait comme ça. Et celui qui répond à aucune question, il rentre chez lui la tête basse. Il a compris que ses révisions étaient pas bonnes. Et on rentrait. Moi, je rentrais en colère chez moi. Alors quand je rentre en colère, là, c'est-à-dire qu'on va pas dormir, on va pas manger, mais on va reprendre le truc. Et avec la colère, on arrivait à retenir des dates, etc. Ça me laisse finalement des bons souvenirs, comme beaucoup de choses dans la vie. Quand t'as de la pression, c'est un moment finalement assez désagréable, mais en même temps, ça te laisse des souvenirs. Et donc aujourd'hui, pour un élève qui voudrait devenir prof, vous lui conseillez quelle spécialité pour la première ? Déjà la matière qui l'attire, quoi. Celui qui veut devenir prof de maths, il faut qu'il prenne spé maths, quoi. Après, les spécialités, tu sais, en première, c'est bien. On vous donne le choix de ce que vous voulez faire, mais c'est pas ce qui fera ta carrière. Tu peux très bien prendre spé maths et puis physique, et puis derrière t'attaquer à des études d'histoire. C'est pas tellement le parcours prévu, mais rien n'est irréversible pour l'instant. Ça le deviendra. Et donc vous avez commencé dans quel établissement en tant que prof Ici à Jean 23. À l'époque, j'avais du mal à avoir ce fameux concours, le CAPES, et puis un professeur avait été absent. Et le chef d'établissement m'avait appelé en me disant « J'ai besoin de quelqu'un. Viens tester. T'as jamais enseigné, Tu rentres dans une classe, je me souviens que c'était dans le vieux bâtiment, ce qu'on appelle les salles 3 et 4 maintenant, c'est magique en fait comme métier. Tu rentres, t'es mort de trouille, tu transpires un peu, t'as la chance d'être jeune, et ça les lycéens aiment bien, t'as 40 secondes pour les convaincre, et je me souviens très bien, je suis rentré dans la salle, ils se sont levés, j'ai refermé la porte en me disant c'est ce que je veux faire. Et c'était un peu idiot parce que j'avais rien vu du métier, j'avais tout à apprendre, mais tu le ressens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité faire ce podcast. C'est que malheureusement, j'entends pas que du bon sur ce métier, et j'entends parfois des choses que je ne connais pas. Comme quoi, par exemple ? J'entends parfois, alors c'est simple, si t'es devenu prof, c'est parce que tu voulais des vacances, ou que t'es pas très courageux, ou que t'es pas ambitieux, parce que si tu veux être ambitieux, tu fais des affaires, tu fais pas prof. Ça, c'est le genre de propos que j'ai du mal à avaler. Ou alors, pire, avec l'actualité, malheureusement, je lisais Libération cette semaine qui disait « Les profs ont peur ». Alors c'est vrai, il se passe des trucs terribles, mais j'ai pas le sentiment d'avoir peur, j'ai pas le sentiment de vivre ce qu'ils décrivent. Et je me suis dit que peut-être, c'était tout simplement parce qu'on parle que des trains qui arrivent en retard, et qu'on parle pas des trains qui sont à l'heure, ou plutôt des gens qui sont heureux d'être profs et qui le vivent bien. Alors, quand j'ai entendu parler de votre podcast, je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler de façon différente de d'habitude. Et je crois que ça se voit que j'aime ce métier, mais ça se voit en intramuros, quoi, entre mes élèves et moi, entre les élèves de Bobé et moi, mais ça se sait pas. Et l'idée, c'est d'en parler. C'est vraiment un métier génial. Et donc, par rapport aux établissements, est-ce que c'est vous qui avez choisi de faire collège et lycée ou alors c'est juste parce qu'on vous a appelé Non, en fait, une carrière, c'est long. Il faut que vous y pensiez. Ça dure 42 ans. Et quelles que soient vos bonnes intentions au départ, vous changez.
Moi, en tant que professeur, j'ai vécu 15 années parfaites. Et à 40 ans, je me suis rendu compte que en hiérarchie, j'étais monté au maximum. J'avais tout vu, puisque j'avais fait de la 4e à la terminale. J'ai jamais fait en dessous de la 4e, c'est vrai, mais j'avais presque tout vu, dirons-nous. Et maintenant, il n'y avait plus qu'à répéter. Donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, il faudrait peut-être trouver autre chose. À l'époque, il y a eu la possibilité d'être adjoint du collège Bobet. Je me suis dit, je vais le faire. C'est effectivement autre chose. Je l'ai fait pendant 7 ans, c'était bien. Mais là encore, j'ai besoin d'un peu de variété. Et là, des heures se sont proposées à Jean 23 et je me suis dit, tiens, accompagner des adolescents de la 4e à la première ou terminale, ce serait génial, voilà. Donc en fait, pour répondre à ta question, le but c'est de varier, pour éviter la monotonie en fait. Et qu'est-ce que vous préférez entre enseigner à des jeunes adolescents ou plutôt est-ce que vous préférez enseigner à des personnes plus grandes qui sont plus matures? Moi, j'aime tout, moi. Parce que les jeunes ont une naïveté qui est rigolote à voir. Et puis c'est pas facile à travailler, un jeune. Et puis les adolescents ou les jeunes adultes ont plus cette naïveté, mais il y a encore plein de choses à voir et il y a d'autres trucs intéressants. En fait, j'aime tout, quoi. Vraiment. Ce que j'aimerais pas, je crois, c'est qu'on me confie des trop petits. J'ai tendance à dire qu'avant la 4e, moi, j'y arriverai jamais. Parce qu'il faut, je pense, plus de rigueur, plus de... Et ce sont pas mes qualités. Je sais pas materner, je suis pas très rigoureux. Je pense que ouais, mais l'adolescence c'est long. Hein. Mais en tout cas, la construction d'un jeune entre la 4e et la terminale, c'est fait pour moi. Après la terminale, je pourrais le faire, mais là c'est l'histoire qui devient trop dur pour moi. Et peut-être en plus c'est plus très intéressant. Être prof de fac, c'est comme faire cours dans un hall de gare, quoi. T'as plus de lien avec les élèves et ça m'intéresse moins. Et tout à l'heure, vous parliez de votre fonction d'adjoint. Et donc, qu'est-ce que vous faisiez en fait qu'est-ce que c'est être adjoint Oh là là, si tu savais, c'est énorme. C'est être en relation avec les parents, avec les élèves, avec les profs. C'est être en lien entre tout ça. C'est fabriquer les emplois du temps, fabriquer les classes, recevoir les mécontentements, recevoir les tensions, recevoir les harcèlements, écouter, accompagner, faire des tableaux Excel, prévoir distribuer des bulletins. C'est énorme. Et c'est intéressant aussi, mais c'est vraiment un travail de bureau et c'est pas mon métier. Alors maintenant, on va passer à des questions un peu plus centrées sur l'histoire et sur votre avis sur la matière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette matière-là spécialement ? J'aime bien l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. En fait, j'ai même l'impression que je me sers de l'histoire comme un outil. En fait, je vais piocher dans le passé des choses pour m'aider à m'orienter aujourd'hui. Et j'avoue, je l'utilise vraiment comme un outil. C'est-à-dire que je me sers de l'histoire pour parler avec des jeunes, pour réfléchir avec des jeunes, pour éveiller des jeunes. Mais c'est vraiment me servir de l'histoire. Je suis pas un passionné d'histoire. Ça existe, hein, chez les profs d'histoire, il y a des passionnés d'histoire qui aiment tellement l'histoire que ils sont dans l'histoire tout le temps. Ils sont ce que j'appelle des rats de bibliothèque. Hein, ils adorent ça. Alors là, moi, ça me ressemble pas. Je passe pas mes vacances dans les musées. Je passe pas mon temps dans les bibliothèques. Je passe mon temps à utiliser l'histoire pour accompagner la vie de jeunes. C'est un prétexte en fait. Et donc dans mon souvenir, c'est l'histoire que vous préfériez. Ça s'entend en fait. Oui, parce qu'on n'a toujours pas parlé de géographie pour l'instant. C'est vrai. Et donc pourquoi cette attirance pour l'histoire et pas pour la géo ? Bon, déjà il faut savoir qu'en France on est prof d'histoire ou de géo. Alors sur le papier on est prof d'histoire et géo, et même de MC, mais dans la réalité on a fait des études d'histoire ou de géo. Donc il y a forcément une affinité. J'aime bien la géo aussi. C'est pas ma matière, mais ça me change. Parce que faire de l'histoire tout le temps, au bout d'un moment, c'est vraiment vivre dans le passé, alors que la géographie est plus dans l'actualité. Mais je m'en fiche parce que je m'en sers comme d'un prétexte pour accompagner les jeunes. Donc de toute façon, qu'on fasse de l'histoire ou de la géo ou de l'EMC, on pourrait même, non j'allais dire on pourrait faire des maths, mais ça c'est raisonnable. Je pourrais trouver n'importe quel autre thème. Le but c'est finalement pas rester dans ce thème. Le but c'est de discuter avec eux et se servir de cette matière pour accompagner. Ouais.
Vous avez parlé de EMC, est-ce que vous voyez une différence? Parce que je sais qu'à un moment ça avait changé il y a quelques années entre enseignement moral et civique et éducation morale et civique. C'était surtout instruction. Au Oui. départ, on devait instruire les élèves. Alors là, on n'est pas loin du dressage, hein. C'est-à-dire que là, c'est instruire, il faut que ça rentre, même si c'est de force. Alors que l'éducation, c'est l'éveil. C'est-à-dire que tu dois éveiller les élèves à réfléchir à et non pas leur faire répéter par cœur des choses qu'ils n'ont pas compris. Ça change tout. Bah ouais, l'instruction, c'est pas fait pour moi. Le dressage, de manière générale, c'est pas fait pour moi. L'éveil, ah oui. L'éducation, oui. Et donc tout à l'heure, vous me disiez que vous n'étiez pas un rat de bibliothèque, vous n'êtes pas ancré dans l'histoire, mais si vous étiez un personnage historique, qui est-ce que vous seriez? Alors, mon personnage préféré, même si c'est très paradoxal pour ceux qui me connaissent, parce que c'est un Anglais, c'est Churchill. J'aime beaucoup Churchill, parce que c'est un personnage qui n'est pas lisse, il a du relief, il avait une personnalité assez étrange. Bon, il était anglais, mais ça suffit pas. Mais surtout, ce que je préfère chez lui, c'est qu'au moment où il a fallu prendre la décision importante, choisir le bon chemin, il l'a fait avant tout le monde. Assez régulièrement, il a vu avant tout le monde les choses qu'il fallait penser ou faire, et ça m'épate. Donc ouais, Churchill, ce serait mon personnage. C'est pas Napoléon, tu vois. La plupart des profs répondent Napoléon. Non, pas vraiment. Ok. Et donc, si vous deviez changer un événement dans l'histoire, si vous en aviez la possibilité, est-ce que vous le feriez ou est-ce que vous pensez que les erreurs qui ont été faites, de toute façon, nous ont aidés En histoire, en plus, là, tu me poses une question compliquée parce que celui qui a étudié l'histoire ne se permet jamais de parler de « et si ». Ce qui fait qu'on ne sait pas le faire. Parce que on apprend très jeune à nous dire voilà un sujet interdit. Si on retouche à l'histoire, alors bah à ce moment-là, et s'il n'y avait pas eu le Big Bang, bah il n'y aurait pas eu de vie sur Terre, point final quoi. Donc on n'est pas habitué à retoucher l'histoire. Il y a une question qui revient souvent chez les élèves et même chez les profs. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie apprendre à apprendre? Waouh. Là, on rentre vraiment dans le métier d'enseignant. C'est-à-dire que concrètement, il faut donner à l'élève des outils pour apprendre. Et ça, il faut pas mal d'années pour ça, hein. C'est pour ça qu'au collège, on part doucement, hein. On a un apprentissage assez rigoureux, quotidien, mais en petite quantité. Et puis progressivement, on monte en niveau. Ça, c'est vraiment le job de l'enseignant et c'est difficile d'en parler comme ça rapidement. Parce que même pour les élèves, parfois c'est un défaut qu'on nous reproche, c'est de pas savoir apprendre. En fait, on n'a pas vraiment. Il y a personne qui nous a dit. Alors c'est comme ça qu'on apprend. On nous a juste dit de le faire. Et donc de plus en plus, les profs tentent d'aider les élèves dans. Et c'est vrai que c'est assez personnel. En fait, chacun a sa méthode. Et nous, on donne une méthode qui est censée servir à tout le monde. Alors ça marche certainement à 75% des élèves. Il nous en manque 25. Et ça peut être embêtant. Moi, j'aurais envie de répondre à ta question en leur donnant envie déjà. Apprendre à apprendre, c'est d'abord avoir envie, parce que je t'assure, quand tu es au collège, tu te rends compte que tu as un public qui d'abord, parfois, n'a pas envie, tout simplement. Si tu leur donnes le goût, tu vas leur donner l'envie. Une fois que tu as l'envie, alors il y a des techniques qui vont du simple apprentissage de la leçon de la veille à un bachotage de 3 mois pour un examen final. Leur donner des techniques au fur et à mesure d'apprentissage, ouais, ce serait ma méthode. Faut y aller doucement pour ça. De toute façon, à partir du moment où on touche au cerveau, il faut y aller doucement. Et donc, est-ce que, parce que je sais que vous travaillez donc depuis longtemps, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un élève qui vous a déjà marqué par une question ou par une attitude, ouais, plusieurs. Je me souviens d'une élève particulièrement brillante il y a très longtemps, donc ça servira à rien de dire son nom, mais tellement brillante que je la regardais faire tellement ça m'impressionnait. À l'écrit, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je suis très très sensible à ça, le bel écrit. Et il est rare. Et quand tu l'as, tu le regardes, quoi. Je me souviens d'élèves qui m'ont marqué ensuite par leur comportement, leur attitude, leur humour, par tout ce que tu veux finalement. Faut se rendre compte qu'un prof, il a à peu près 150 élèves par an.
Je le fais à la louche, mais en gros, ça doit être à peu près ça. Donc, sur 25 ans, ça fait un chiffre considérable. Donc, t'as une variété de personnages. Et ce qui est super aussi, c'est pas vraiment ta question, mais c'est de les revoir après, plus tard. Quand tout d'un coup, je sais pas, t'es dans... Parce que la vie de prof, c'est aussi ça, hein. Tu traverses un hôpital parce que ta femme vient d'accoucher et t'entends « Ah, monsieur Morel !» Ou ça m'est arrivé dans une église, ça m'est arrivé dans des supermarchés, ça m'est arrivé... Et t'as toujours un gamin qui a le sourire, qui te serre la main un peu tremblotant. Parfois, c'est plus un gamin, hein. Les premiers que j'ai eus, ils ont 40 ans aujourd'hui. Donc, c'est des hommes et tu le vois, quoi. Dans leurs yeux, tu le vois. Alors, je crois que ça m'est jamais arrivé de tomber sur des élèves qui m'apprécient pas. Peut-être que ils auraient pas dit Monsieur Morel, ils sont passés, je les ai pas vus. Mais ils te disent souvent un truc gentil et surtout ils ont besoin de te parler de là où ils en sont aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus. Et puis en général, ils te redisent un mot gentil avant de partir. Ça touche un petit peu, tu fais une blague et puis tu t'en vas parce qu'au bout d'un moment, ça devient même gênant. Ça, c'est génial. C'est une petite star locale. Toute petite et très locale. Vous avez déjà revu un élève qui est devenu prof d'histoire géo? Ouais, j'en ai au moins 6, je les compte depuis le début. J'en ai au moins 6 pour l'instant, ouais. Et j'ai encore des contacts avec eux, ça c'est la magie des réseaux sociaux, on peut les retrouver. Souvent ce sont eux qui te retrouvent et qui te disent « Je suis maintenant prof d'histoire. » Ah. Et parfois, c'est des grandes écoles et ils ont besoin de te le dire. Tu vois, c'est toujours la même chose. Qu'ils soient devenus maçons ou profs d'histoire, c'est pareil. Ils ont besoin de t'en parler. Ils ont besoin, surtout quand le parcours scolaire a été compliqué, ils ont besoin de te dire qu'ils ont réussi et c'est un moment sympa. Pour revenir à l'enseignement, est-ce que vous pensez qu'il y a des... Alors, sans parler du niveau ou des notes, hein, pas du tout. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mauvaises classes et des bonnes classes? En histoire, il y a des programmes plus pénibles que d'autres. La seconde me fait pas trop rêver, la première est géniale, terminale aussi. En âge, il y a des classes plus complexes que d'autres. La quatrième et la seconde sont assez proches. On est dans une période où on se cherche, où on a une posture à tenir. Et je me faisais la réflexion hier que si je résumais un peu rapidement le lycée, je me rends compte que la seconde est une classe où il y a toujours cette histoire de posture, c'est un peu compliqué, le regard, l'attitude. Je vous vois avec les portables, on se plonge dans son portable, ça donne une posture. La première, ça s'ouvre un peu, on a l'impression d'une fleur qui commence à... Puis la terminale, c'est l'année. L'année où vous avez un éveil, où vous n'avez plus besoin de cette posture parce que vous êtes ce que vous êtes. Et c'est vraiment, en 3 ans, il y a une transformation extraordinaire. Donc ça fait combien de temps déjà que vous enseignez ici? Alors j'ai fait 2 ans quand j'ai commencé, et là c'est depuis mon retour, ça fait 3 ans là. Et est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type de professeur, enfin votre journée en tout cas type ici? La mienne elle est assez simple, je commence toujours à bober. J'ai fait en sorte de demander à avoir, parce que j'habite à côté de Jean 23, donc mon idée c'est d'aller à Bobé le matin, d'y aller à pied parce que j'y tiens, je voulais vivre à pied, donc je vis à pied. Je fais toujours ma matinée à Bobé, je mange à Bobé, je reviens ici et j'ai cours l'après-midi, 2, 3, parfois 4 heures. C'est beaucoup, 4 heures. Je commence à vieillir, mais quand on a 4 heures le matin et 4 heures l'après-midi, 8 heures de one-man show, c'est un peu raide. À 50 ans, on commence à le sentir. Mais voilà, c'est ça ma journée classique. Et puis après, il y a le reste. Il faut préparer les cours du lendemain. Quand tu as un peu d'ancienneté, tu les connais quand même, tu t'adaptes, puis il y a les copies, puis il y a tout le reste. Mais moi, je considère que le cœur du travail, c'est la classe. Et vous vous êtes jamais lassé de répéter toujours les mêmes choses? Non, mais j'espère que ça va durer. Chaque année, j'ai peur que la magie s'éteigne, parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose de magique là-dedans. Il y a quelque chose qui fait que à partir du 15 août, le stress commence gentiment à monter. Et pourtant, je fais ça depuis 25 ans. Mais je pense que c'est comme du théâtre. Je suis sûr que le meilleur acteur ou quelqu'un qui a vraiment de la bouteille et de l'habitude, il a un trac qui arrive. Donc moi, à partir du 15 août, ça commence à monter. Je commence à mettre le nez dans mes cours. Je prépare ce que j'appelle mon cours 0. C'est-à-dire le premier cours fait devant élèves. Pour moi, c'est un investissement. Le premier cours, il doit être nickel. De façon à ce qu'ensuite, ça roule tout seul. Si tu rates ton cours 0, l'année va être longue et compliquée avec cette classe-là. Donc il faut le réussir.
Et parfois, cette magie, j'ai peur qu'elle arrive pas, quoi. C'est un peu comme une drogue. Et pour l'instant, elle est toujours revenue. Il y a des moments, elle s'estompe dans certaines classes, puis elle revient un peu plus tard. Enfin, j'espère que ça va durer, parce que, comme je te dis, il faut faire 42 ans. Et parfois, j'observe que la magie, elle a pu disparaître, et ça donne des carrières, ou des fins de carrière que je trouve un peu plus longues. Un peu plus longues, ouais. Et si vous n'étiez pas du tout devenu professeur, qu'est-ce que vous auriez fait? Je me pose cette question tout le temps. Pour l'instant, je n'ai trouvé quasiment aucun métier qui vous correspond, qui me plairait, ouais. Et pourtant, il y en a plein qui me disent « Regarde, médecin ». Je suis avec des élèves qui tentent des études, donc ils me disent ce qu'ils vont faire. Et parfois, dans leurs yeux, il y a de la magie. « Je voudrais faire médecine, monsieur. » Et moi, je les accompagne avec la même magie. Et dans ma tête, je me dis « Oh, ça me plairait pas, ça ». Donc non, rien. Presque rien. Je crois que le seul truc qui me plairait, ce serait vivre dans un château. Mais travailler pour ce château, tu vois, je voudrais, pourquoi pas, gérer l'entretien du château, habiter en face, le regarder. Enfin, non, mais c'est une bêtise ce que je suis en train de te dire. Je crois qu'il faut pas que je change de métier. Ce job, il est fait pour moi. Après, est-ce que je peux l'emmener jusqu'à 67 ans? Ça, c'est une bonne question. Mais ce job, ouais, j'ai l'impression qu'il y a que celui-là, quoi. On arrive à la fin de ce podcast. On va terminer par le jeu signature de l'épisode. En tout cas, restez prof d'histoire géo parce que vous avez l'air passionné et vous avez fait des tas de métaphores, je crois, pendant tout le long du podcast. On voyait vos yeux, vous étiez dans votre magie, dans votre univers. Donc préparez-vous parce que donc là, vous allez avoir 1 minute. Voilà, tu m'inquiètes. J'ai préparé quelques dates qui viennent du programme de 3e normalement. Donc vous faites toujours des 3e. Oh, je vais dire non, non, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Donc normalement, je pense que ça va aller. Et quelques dates un peu plus récentes. Donc voilà, il y a une date, je crois, qui est une date piège. Donc vous allez devoir la corriger. Parce que c'est facile à voir, je pense, pour un prof d'histoire géo. Donc vas-y, c'est parti. 1935. Les lois de Nuremberg. 6 février 1934. Tentative de prise de pouvoir des ligues en France. 1946-1958. C'est une période. 4ème République. 1214. 1214 Bouvines. Oui. 24 juillet 2008. Qu'est-ce qu'il a bien pu Vous pouvez passer, il reste que 20 secondes. Ah mais ça m'intrigue. Bon, vas-y, je passe, mais tu me diras ce que c'était. Ok. Mars 1962. Les accords d'Évian. 14 février 1967. Je sais pas. 21 septembre 1782. À corriger. Ah ouais, sérieusement corrigé. 1782 ? Ouais. Non, je sais pas. 6 mars 1991. En 1991... C'est la fin de l'URSS ? C'est la fin de l'URSS. La création de... Non, c'est la fin de l'URSS, c'est à peu près tout ce que j'ai. 1815. Il y a plusieurs choses. Fin de l'Empire, Congrès de Vienne... 7 octobre 1973. Ah, là c'est ma naissance. Grand jour historique. 13 août 2004. Non, je sais pas. 11 novembre 1940. Bah, c'était le 11 novembre de l'année 40, c'est le début de la résistance, c'est ce que tu veux. Eh bien, en tout cas, bravo à vous, parce que les questions étaient un petit peu tordues, compliquées, mais vous avez quand même réussi à répondre. J'ai fait ce que j'ai pu, ouais. Oui, en 2 minutes, on a rajouté juste un peu de temps. On arrive vraiment à la fin de ce podcast, mais avant de terminer, je voulais donc vous rappeler que Ethan Levasseur avait participé au premier épisode. Il avait donné son avis sur les jeux vidéo, il avait défendu le fait que c'était pas forcément un mauvais loisir, comme certains peuvent le penser. Donc Ethan va vous poser une question à ce sujet justement. Bonjour Monsieur Morel, je suis très content de pouvoir vous parler. Moi aussi. Surtout d'un domaine que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez du jeu vidéo ? Du bien. Du bien ? Ah oui, j'ai rien contre. Je joue aussi, moi, hein, j'aime bien. J'aime bien. Après, comme tout problème, hein, si ça devient une dépendance, ça peut devenir un problème. Oui. Mais je trouve ça presque... Je préfère quelqu'un qui joue et qui agit en jouant que quelqu'un qui regarde la télé ou un écran de façon semi-allongée, en train de... comme un mollusque, tu vois. Réfléchis pas. À la rigueur, le jeu me choque pas. Sauf si ça devient effectivement une dépendance ou ça devient l'ensemble de ta vie. Alors là... En tout cas, merci à toi Ethan pour cette petite intervention. Merci à vous Monsieur Morel pour avoir accepté de participer à ce second épisode et puis aussi pour avoir répondu à sa question.
Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des recommandations, des conseils ou autres, à commenter et à partager autour de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve bientôt pour une prochaine découverte. Restez open!